Hey, bonjour! Alors, me voici en ce jeudi matin. Pas trop préparée, mais c'est pas grave, c'est les vacances, encore une fois, en plein milieu des vacances, donc pas d'agenda, puis je me permets d'avoir la tête échevelée aussi longtemps que je veux. Donc, on commence une nouvelle semaine livresque. En fait, c'est pas vrai. On commence la deuxième partie de cette semaine livresque, parce que comme je suis en vacances, je lis plus, puis ben, je voulais pas non plus vous faire un vlog. Mes vlogs sont déjà longs, donc je vais pas vous faire un vlog qui est un genre de long métrage. Donc, voici la partie 2 de ce vlog-ci qui démarre. Et qu'est-ce que j'ai au menu? Je sais pas trop, vu que cette semaine, je lis ce que j'ai envie de lire quand j'ai envie de lire. J'ai lu plus de livres audio, puis les auteurs que j'avais envie de retrouver, des auteurs un peu, pas confort, mais connus, que j'avais envie vraiment de retrouver et de découvrir la suite de leurs œuvres. Et j'ai eu des belles surprises et j'ai eu des choses auxquelles je m'attendais, des choses auxquelles je ne m'attendais pas dans le dernier vlog. Je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Et cette semaine, ben, je viens de recevoir en fait un avis de la bibliothèque à laquelle je suis abonnée qui me dit que j'ai un roman graphique qui est dû pendant 2 jours. Puis je pense que ça fait 3 fois que je le renouvelle parce que j'ai juste pas eu le temps de le lire. En fait, c'est l'adaptation en roman graphique du roman de Julia Thévenot, Bord de terre, donc le tome 1 de cette adaptation-là en roman graphique. Puis ben, je me suis dit que j'allais commencer cette deuxième partie de vlog avec cette lecture-là. Puis qui sait, peut-être que je vais faire un petit blitz roman graphique pour la suite des choses, parce que je n'ai quand même pas mal que j'en à la bibliothèque. Puis ben, ça me dérange pas de les étaler, c'est juste que comme c'est souvent des nouveautés, je me dis, je peux peut-être faire un petit blitz, c'est intéressant, ça se lit rapidement, c'est mollo. Puis ça me permettrait d'avoir une petite tour d'horizon aussi des romans graphiques qui sont soit nouvellement sortis ou en tout cas dont on entend beaucoup parler. Donc, on verra bien. Je vais me laisser porter. Alors, sans plus tarder, allons-y. Allez, on se lance ça! Hey, bonjour! Alors, toujours jeudi, je reviens du café. Comme vous avez pu voir, j'ai fait 2 lectures qui ont été 2 lectures excellentes. C'est 2 coups de cœur pour des raisons vraiment différentes. Donc, tout d'abord, j'ai adoré l'adaptation de un roman graphique de Bord de terre de Julia. Je vais le montrer comme ça. Bord de terre de Julia Thévenot par Timothée Lemant chez Sarbacane. Et c'était excellent. J'avais pas lu le roman, mais honnêtement, je me suis réservé le roman à la bibliothèque en roman pour pouvoir avoir la suite, parce que je veux vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai tout aimé de ça. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages. Je me souviens pas si je vous avais lu la 4e de couverture. Je pense que je vais vous la lire rapidement pour que vous soyez en contexte. Inès est du genre à castagner, ceux qui cherchent des embrouilles à son frère aîné, Tristan. Lui est plutôt du genre à regarder des 2 côtés avant de traverser. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir sa sœur qui, courant après leur chien, bascule dans un univers parallèle. Bord de terre. C'est le nom de cette ville, perchée comme une plante sauvage sur une faille entre 2 plans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux et des créatures étranges, sombres, nimbées d'un silence de sous-bois. Inès, ravie, explore Bord de terre avec une joie souveraine. Mais Tristan est inquiet. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Alors, vous voyez un peu l'atmosphère qui est évoquée. Pour rappel, c'était un peu ce genre d'illustration-là. Les visuels m'avaient d'abord interpellée. Je vous dirais, j'avais déjà ciblé le roman de Julia Thévenot depuis super longtemps. Mais c'était une grosse brique. Puis on dirait que j'étais comme un peu découragée parce que c'est quand même du fantasy. Du fantasy? Du fantastique, je pense. Je sais pas. C'est pas clair. Puis on dirait que j'étais comme pas trop sûre. En même temps, ça va l'air vraiment bon. Puis écoutez, j'ai vraiment été, comme je dis, super happée par l'histoire dès le départ. C'est spécial parce que c'est une adaptation en roman graphique. Il y a toujours un peu le danger d'avoir énormément de texte. Mais bien que j'ai pas lu les romans encore, c'est un peu comme quand j'ai lu l'adaptation graphique en roman graphique de Nevermore. J'ai super bien embarqué. Je pense que j'ai bien compris c'était quoi la dynamique puis c'était qui les personnages. Et on apprend rapidement à connaître les traits principaux des personnages. C'est sûr que dans une bande dessinée, ça va assez vite. Donc, on a peut-être l'impression que c'est un peu typé, mais c'est bien parce que c'est vraiment
c'est pour que ce soit plus succinct. L'action embarque rapidement, on arrive rapidement à bord de terre, on comprend un peu les règles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même si c'est une adaptation en roman graphique, puis que des fois il y a beaucoup de texte, il y a quand même certaines planches où ils vont se permettre, voyez-vous, là, c'est des tout petites bulles de rien du tout. Donc, il y a quand même des narrations qui sont comme plus visuelles, entre guillemets. Et éventuellement, oui, quand il y a du contenu à transmettre, on sent qu'il y a un petit peu plus de densité, mais c'est pas inaccessible. Comme là, voyez-vous, c'est la fameuse Inès qui va se retrouver par inadvertance dans un fameux lac, le lac sombre, le lac noir, le lac mort, je me souviens plus. Ah là là! Bref. Et en fait, là, dans le fond, on va la voir et voyez-vous comment ça se déroule. C'est un sans-texte parce qu'elle est sous l'eau. Donc, je trouve qu'il y a un excellent travail de Timothée Leman là-dedans, à la fois dans la capacité à scénariser quelque chose qui, bon, évidemment, c'est un tome 1. Je ne sais pas si ça va avoir un tome, 2 tomes ou 3 tomes. C'est pas mentionné. Mais à la fois à scénariser, en tout cas moi de ce que j'ai lu, ça se tient bien. On comprend, comme je dis bien, les personnages, les dynamiques, le contexte, l'univers. On est bien sûr concentré sur l'action, mais je sens comment ça pourrait être un roman qui va prendre un peu plus son temps pour la mise en contexte. On vogue à travers les univers graphiques, visuels. Puis ce qui est intéressant, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la texture des images. On est toujours dans une espèce de... Regardez juste, ça c'est le bord de terre dans le fond, là. C'est tellement beau. Donc, on est toujours dans une espèce d'ambiance un peu floutée neigeuse un peu, avec des espèces de halos, je ne sais pas si vous voyez. Puis, cette ambiance, on dirait qu'on la perçoit quand on la lit. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, si jamais vous avez jamais lu Bord de terre, c'est une excellente façon d'avoir envie de le lire. Si jamais vous voulez tout le lire en bande dessinée, je ne sais peut-être vraiment pas quand les prochains tomes vont sortir. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, je trouve que c'est une adaptation qui est réussie. Je ne peux pas vous dire à 100% cette affirmation-là avec justesse parce que j'ai pas lu le roman encore. Mais voyez-vous, ça me donne le goût de lire le roman. Ça m'a fait la même chose quand j'avais lu l'adaptation en roman graphique de Nevermore, que non, j'avais pas encore lu la série. Nevermore de Jessica Townsend. Mais là, de celui-là, ça fait longtemps que je le lis. Fait que là, je l'ai comme réservé. Je pense que là, vu que c'est mes vacances, je pense que je vais aller me le chercher à la bibliothèque demain. Puis je vais peut-être essayer de voir si je peux pas le dégommer pour voir qu'est-ce qui se passe. On est vraiment dans un monde où, dans le fond, bord de terre, juste pour rappel, c'est un monde où il y a des castes un peu dans le fond. Il y a comme 3 grands dirigeants, puis c'est eux qui maîtrisent les ressources naturelles qui sont des quartz qu'on va chercher dans le fond du fameux lac. Puis c'est grâce à ces quartz-là que quand on chante certaines chansons avec les quartz, c'est comme si ça rend l'action qu'on chante possible. Donc, c'est ce qui va faire que ça fonctionne autant pour l'énergie que pour la nourriture et tout ça. Puis c'est comme hyper réglementé. Puis c'est vraiment comme un monopole par ces 3 familles-là. Puis évidemment qu'il y a des classes dans le sens social. Ben, ceux qui sont les ouvriers, ceux qui viennent d'arriver sont comme super exploités. On est vraiment quand même dans des structures assez typiques potentiellement là, c'est à la limite de fantastique, mais peut-être même de dystopie, mais là, on est vraiment comme dans le fantastique, c'est assez typique comme structure, mais ça reste quand même vraiment intéressant. Puis là, en plus, on a le côté de la fratrie, donc on a Inès et Tristan, qui sont vraiment 2 personnes complètement différentes. Tristan est un bègue, Inès est une jeune fille déterminée qui n'a pas froid aux yeux. Et les 2 vont prendre potentiellement des chemins un peu différents, sans trop vous en révéler. Et donc, on a vraiment une relation de fratrie. Et qu'est-ce qu'on va voir à part ça? Parce que je ne vais pas trop vous en dire. Donc, fratrie, une valeur profonde. On a bien entendu des éléments de rébellion qu'on sent déjà qui vont comme arriver, qui sont là. Il y a des personnages qu'on aime, ne pas aimer. On a les méchants, on a les gentils, mais voyez-vous, on voit déjà que les personnages sont assez complexes, en tout cas Inès et Tristan, pour qu'on sente que, dépendant du contexte, potentiellement, il y a des parties, les parties les plus sombres d'eux-mêmes peuvent soit sortir ou rester cachées. Puis ce qui est intéressant aussi dans ce monde-là, bien pas ce qui est intéressant, mais ce qui est un défi majeur, c'est que dès que les gens basculent dans ce monde-là, en fait, ils commencent à avoir des problèmes de mémoire, donc ils ne se souviennent plus vraiment de leur passé. Puis c'est un peu la dynamique de, bien, si on ne connaît plus leur passé, puis qu'on ne sait plus qui on est plus facilement exploitable. Donc, il y a quand même une dimension un peu sociologique là, qui est là-dedans. Donc, j'ai adoré ça. C'est un coup de cœur total pour moi. Je vais voir pour le roman, là, je vais vraiment le lire aussi, mais maintenant, je pense que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est allé assez me chercher
au niveau visuel que quand je vais lire le roman, je pense que je vais avoir quand même ces représentations de personnages-là en tête. Puis c'est pas toujours le cas dans les adaptations graphiques. Des fois, j'aime ça, mais c'est pas nécessairement une représentation qui va me rester en tête. Mais là, celle-là, ça va me rester en tête. Puis donc, ça ici, c'était aventureux, mystérieux, remuant, mais comme on restait quand même dans le côté un peu avec une lutte classique entre le bien et le mal et tout ça. Donc, on se dit que peut-être l'espoir que ça se termine au bout du compte pas si mal. Et après ça, j'ai enchaîné avec... Je suis vraiment dans le joyeux, là, dans une autre adaptation en roman graphique. Et celle-là, c'est une adaptation de roman graphique, un classique, maintenant, un classique moderne, mais un classique. Donc, le classique de Cormac McCarthy, La Route. Et c'est l'adaptation par Manu Larsonnet, c'est chez Dargo. Donc, on est vraiment ailleurs. La Route, c'est... j'ai pas de résumé à l'arrière, ils ont juste une citation à l'arrière qui est là, qui dit tout simplement « Réfléchis à ce que tu mets dans ta tête parce que ça y restera pour toujours. » Puis ça, c'est une des choses qui m'avait gros marqué quand j'ai lu l'adaptation, justement, je voulais vous en parler, mais j'avais oublié qu'elle était en 4e de couverture. Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, ça reprend l'histoire de La Route de McCarthy. Donc, on est dans un monde post-apocalyptique. On va suivre un père et son fils qui ont tant bien que mal survécu malgré tout. On ne sait pas exactement c'est quoi l'apocalypse qui s'est passé, mais il y a l'air d'avoir des nuages de cendres, les gens n'ont plus rien à manger, ils n'ont plus vraiment d'endroit où s'abriter. Puis on comprend entre les lignes que dans les survivants, il y a différentes cliques qui se sont faites, puis que les gens sont tellement désespérés, évidemment, qu'il y a des conflits, que les gens s'entretuent, puis que les gens s'entremangent à la limite parce qu'il n'y a vraiment plus rien. Donc, on va suivre cette espèce de duo-là du père et son fils avec avec un panier d'épicerie dans lequel ils mettent les choses dont ils ont besoin. Puis ça va être vraiment la lente route vers, entre guillemets, un monde meilleur qui semble être le sud. Donc, on comprend qu'ils sont potentiellement aux États-Unis. Donc, ça semble être le sud, vers le sud où est-ce qu'il fait plus chaud parce que les enfants sont dans le froid. Puis, comme il n'y a absolument pas d'habits, ça va pas bien. Puis, c'est vraiment le côté... on comprend que le père a dû s'occuper de son fils seul, finalement, parce que la mère a quitté, s'est enlevé la vie, puis en fait, a décidé de laisser tomber tout ça. Je sais pas, on comprend pas trop si c'était déjà l'apocalypse quand le petit est né, c'était comme pas clair, mais bref, le père s'est rendu avec l'enfant, avec la responsabilité, puis tout le long, on comprend que le père, sa mission, c'est de protéger l'enfant coûte que coûte, de jamais le laisser toute seule. Donc, c'est très rude. C'est des leçons apprises à la dure. C'est le pire de l'humain, c'est sûr. En mode survie. Ça confronte beaucoup les valeurs, dans le sens où, de l'extérieur, certaines actions dans un cadre comme ça peuvent avoir l'air terrible, mais en même temps, on dirait que si on se met dans un point de vue de quelqu'un qui est en survivance, est-ce que ça relativise un peu sans nécessairement justifier? C'est des questions qui se posent, je n'ai pas nécessairement les réponses, mais c'est des questions qui sont posées là-dedans. La relation entre le père et le fils est super touchante. On sent que l'enfant a grandi beaucoup trop vite, bien entendu, est très jeune, mais son père essaie de ne pas l'exposer à l'horreur, mais en même temps, il y en a comme un peu partout. Puis le jeune a peur de se faire tuer, il a peur de se faire manger, il y a des peurs d'enfant, mais avec des repères de grands, donc c'est vraiment troublant. Puis le père, ce qui a le plus peur, en fait, c'est de mourir avant son fils, tout simplement, puis de laisser son fils toute seule. Puis, je dirais pas la fin si j'avais pas lu le roman, mais disons que c'est ça se finit sur ce que je pense être une porte ouverte vers quelque chose de mieux, mais on n'est pas sûr quand même à 100%. Ça se finit sur, dépendant de comment on est par rapport à la nature humaine, est-ce qu'on croit que ça va bien se terminer ou pas. Donc, c'est ce que je peux vous dire, c'est ça. Je vais montrer quelques planches parce que, encore une fois, c'est un peu le même principe pour moi, l'adaptation du roman. C'est un seul créateur, Manu Larsonnet, que j'aime beaucoup dans l'autre BD, que si vous n'avez jamais lu Manu Larsonnet, ça vaut la peine. Mais là, c'est un travail aussi colossal d'adaptation du roman donc en scénarisation de BD. J'ai pas lu le roman non plus, mais j'imagine que c'est pas évident d'adapter ça pour que ça soit une BD un peu road trip post-apocalyptique sombre. Et le visuel est frappant. C'est comme ça crée une tension. Quand j'ai refermé le livre, ça m'a fait un ouh, parce que c'est assez pour nous mettre complètement mal. Premièrement, on est vraiment dans toujours beaucoup de sombre. C'est toujours des camailleux sombres avec des traits très fins. Donc ça, c'est un exemple où quand ils vont rencontrer potentiellement des gens qui ne sont pas nécessairement gentils, comme vous pouvez voir. Au centre ici, c'est l'enfant
là, c'est le papa. Mais il y a aussi des moments où il n'y a pas... J'essaie de voir si je peux vous trouver... il y a souvent des pages complètes où il n'y a pas de parole, ou presque. Il me semblait qu'il y en avait comme... Ah, c'est au début, je pense. Ouais. Ben, presque, disons. Ça me donne un peu une idée. J'adore quand les créateurs osent faire ça. Parce que je trouve que ça construit encore mieux l'ambiance. Ça nous met encore plus dans un moment, au cœur de la réalité dans laquelle la réalité fictionnelle, mais la réalité dans laquelle on s'apprête à plonger. Ça nous crée des images, ça nous simule des sensations, ça nous simule des émotions déjà. Donc, je trouve que de plus en plus, les créateurs osent faire ça, mais c'est pas toujours le cas. Puis là, dans ce cas-ci, pour l'adaptation de roman graphique, comme je vous dis, ben voyez-vous, dans Bord de terre, il n'y avait pas tant de choix parce que c'est du fantastique, fait que c'est vraiment super dense. Là, à mon avis, quand même, le Cormac McCarthy, c'est quand même un roman qui se prête un peu mieux peut-être à ce genre de choses-là. Mais même dans Bord de terre, ils l'ont fait. Puis dans Cormac McCarthy aussi. Voyez-vous, ça, c'est un autre, là, une autre planche où il y a du texte, mais vraiment pas beaucoup. Puis on a vraiment une confrontation aussi avec des gens qui les poursuivent. Donc, c'est excellent. Genre, c'est excellent en même temps, c'est vraiment troublant, là. Je sais pas si celui-là, peut-être que j'aurais mieux lire en roman, dans le sens qu'il y a des images qui sont pas oubliables. Ça va avoir marqué. Puis à l'arrière, c'est écrit « Réfléchis à ce que tu mets dans ta tête, puisque ça y restera pour toujours ». Puis ça, il dit ça à son enfant, qui s'arrête à un moment donné parce que il y a quelqu'un qui trouve qu'il est mort. Puis l'enfant veut comme regarder, en même temps, il a comme peur. Puis c'est son père qui dit ça « Fais attention à ce que tu mets dans ta tête, parce que ça va y rester pour toujours ». Puis c'est une BD qui nous dit, à chaque page, on se dit, est-ce que je regarde vraiment ça parce que ça va me rester dans la tête pour toujours? J'imagine que la plume de l'auteur, ça nous fait ça quand on la lit. Donc, ben voilà, un super travail de Manu Larsonnet pour cette adaptation-là en roman graphique. Donc, c'est mes deux premières lectures du vlog. Et en même temps, j'ai décidé de commencer un livre audio, parce que je suis comme ça. Je m'étais dit que j'allais juste les romans graphiques, mais finalement, vu que je vais peut-être me promener encore pour les quelques prochains jours, j'ai décidé d'avoir un livre audio, peut-être que je vais le finir avant. Là, je ne savais pas trop me garrocher. J'ai quand même encore le Ludovic Manchette puis Christian Niemiec, les À l'ombre des Winnicott. Mais c'est un côté un peu gothique sombre. Puis là, vous allez rire, parce que quand vous allez voir qu'est-ce que je lis. Puis c'est vrai que j'étais comme pas trop sûre si j'avais envie d'être dans cette atmosphère-là. Puis là, j'ai eu des suggestions. J'ai écouté quelques vlogs, entre autres, de Triple de Mag, puis il y avait certaines suggestions que j'avais envie, comme c'était plus comme du polar nordique. Puis je me disais, je pourrais regarder ça. Mais là, j'ai regardé les suggestions qu'il y avait. Ils étaient seulement en livre numérique, mais pas en livre audio. Puis j'avais comme besoin de quelque chose qu'on pouvait lire. Puis ça faisait longtemps que je m'étais dit qu'il faudrait que je lise en fait les Énigmes Mankel, parce que au départ, quand j'étais plus jeune, je me sentais pas capable de lire les Énigmes Mankel. Je trouvais que ça avait l'air trop terrible. Maintenant, comme vous savez, j'apprends tranquillement à faire mon chemin dans les polars scandinaves, donc ça va, je suis un peu plus... Puis bon, en fait, j'ai écouté la série, c'est rare que je fais ça, mais j'ai écouté la série des Wallander, l'adaptation avec, si je me trompe pas, Kenneth Branagh, qui est d'ailleurs excellent, qui fait Wallander. Et j'avais vu les séries, puis les épisodes suivent vraiment, c'est comme un épisode par roman dans le fond. Puis je pense qu'il y a comme 11 épisodes qui sont là, ou je sais pas trop quoi. Puis là, je me suis dit, est-ce que je les lis? Parce que ça va vraiment être différent. Mais là, quand j'ai commencé, j'ai lu la 4e de couverture du premier tome, qui est Meurtrier sans visage. Là, moi, je l'écoute en anglais parce que je ne l'ai pas trouvé en livre audio en français. Puis, comme je vous explique encore une fois, c'est du suédois. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le suédois en traduction vers l'anglais. Souvent, il y a un peu moins de maladresse, de changement de ton linguistique. Donc, on dirait que ça me dérange moins. Donc, j'ai trouvé, puis c'est évidemment, en anglais, c'est Faceless Murders. Faceless Murderers. Ouais, c'est ça. Voilà, donc j'ai commencé ça. Alors, c'est sûr que là, je vous ai dit, là, je ne devais pas écouter les Winnicott parce que ça va être sombre. C'est sûr que c'est pas joyeux, là, Énigmes Mankel, mais bon, j'ai décidé d'essayer de voir s'il y avait vraiment une grosse différence avec les séries. Je sais pas si je vais toutes les lire, mais j'avais vraiment le goût de trouver de découvrir la plume de l'auteur, parce que finalement, je me suis rendu compte que comme j'ai vu les séries, c'était pas évident, c'était pas facile, mais au moins, je sais un peu à quoi ça ressemble, donc je me suis dit, écoutez, je vais commencer à lire, on va voir.
Et voilà, donc j'ai commencé. Meurtrier sans visage, ben en fait, c'est pas super joyeux non plus. On a Kurt Wallander qui est un inspecteur de police, un détective, qui va se faire appeler sur les lieux d'un assassinat absolument cruel et sordide de un couple de fermiers qui habitaient pas mal seuls dans une lointaine contrée rurale et ils sont retrouvés en fait un mort puis l'autre, la femme, presque à l'agonie, et ils ont été non seulement tués mais également torturés. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé là et ben Wallander va se lancer là-dedans. On apprend rapidement aussi des choses sur la vie personnelle de Wallander dès le départ. Il vient de se faire laisser par sa femme il y a 3 mois. Sa fille, depuis qu'elle a 15 ans, est partie un peu en vrille. Donc, au niveau, elle a vraiment des problèmes de santé mentale, mais aussi elle a comme coupé le contact avec son père complètement. Elle réapparaît de temps en temps et toujours comme sur la go. Puis là, lui, ben, il s'inquiète quand même vraiment beaucoup pour ça. Puis, on sent que son père, c'est particulier. Bon, moi, j'ai vu la série. Je sais pas si ce qu'ils ont mis dans la série par rapport à son père, à la réalité du père de Kurt Wallander, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté pour ajouter du dramatique ou s'il va y avoir une dynamique là, parce qu'il y aurait également potentiellement la présence d'une maladie de dégénérescence, donc potentiellement Alzheimer. Je ne sais pas si c'est le cas. Je le dis parce que c'est dans la série, fait que vous allez le voir rapidement. Fait que, mais je ne sais pas si c'est le cas. Bref, ça touche toujours à des sujets qui sont quand même assez particuliers. Donc là, ce que je vous dis là, c'est dans les premiers chapitres, là, dans le fond, pour le tome 1. Pour le père, comme je dis, je ne suis pas certaine. Fait que j'essaie de voir un peu à quoi ça va ressembler. Jusqu'à maintenant, je retrouverai vraiment la plume polar scandinave de Nick Mankel. J'aime bien ça. Il va y avoir de la description, mais c'est très... Puis c'est Triple L de Mike qui en a parlé dans ses vlogs. Puis c'est vrai que c'est peut-être pour ça que j'arrive finalement à le faire, mais il y a quelque chose d'un peu systématique, puis logique et cartésien de la manière dont c'est écrit. C'est-à-dire qu'ils vont décrire probablement tous les mouvements, puis ils vont pas nécessairement s'apesantir sur quelque chose, sauf si c'est pour vraiment qu'on comprenne comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment quelque chose qui est assez, je dirais, systématique comme description, là, comme ils décrivent tous les petits détails. Mais c'est pas en langage fleuri. C'est juste que si, comme là, mettons, je me frotte le nez, ben ils vont dire, puis là, je reprends un peu l'exemple que Triple Demag avait dit, mais par exemple, je me frotte le nez, ils vont dire, ben elle se frottait le nez et enchaînant avec la suite de sa recension. Ça va être écrit comme ça. Donc, c'est spécial parce que c'est comme si ça nous maintient à la fois à distance, ça nous assoit dans le rôle de spectateur, mais c'est comme si on s'assure qu'on ne perd pas debout. Puis, il y a souvent des retours dans le passé, mais à chaque fois qu'il y en a, absolument, on sent que c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Donc, c'est comme si ça joue dans des règles établies. Fait que peut-être que c'est pour ça que mon cerveau se sent quand même de plus en plus à l'aise avec les polars nordiques, malgré le fait que leur caractéristique, c'est que ce soit très sombre et très glauque. Mais il y a un petit quelque chose de comme contrôlé là-dedans qui fait que peut-être que ça me déstabilise pas trop. Alors, sur cette bonne analyse psychologique de mon profil de lectrice, ben, je vais vous laisser puisque c'est un super long segment encore, puis ben, je vous reprends dès que j'ai lu d'autres choses. À tout de suite! Et bonjour, alors nous voici en ce vendredi 20 septembre et j'ai ma face de petit fond de mal de tête, mais c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai mes petites lunettes. Je viens vous parler parce que j'ai lu finalement un autre roman graphique parce que je vais devoir passer à la bibliothèque cet après-midi. J'avais des romans graphiques qui étaient dus pour tout bientôt. J'ai aussi une réservation, j'ai fini par réserver le fameux Bord de terre de Julia Thévenot.
Et ben, je vais y aller, je vais essayer d'y aller malgré mon mal de tête. Je vais essayer d'y aller doucement, c'est pas à côté de chez moi. Mais bref, comme j'avais des livres qui étaient dus, je me suis dit que j'allais me concentrer sur la lecture des romans graphiques qui avaient une date d'échéance toute proche. Et c'est ce qui a guidé tout simplement mes choix. Mais c'est comme, je pense, deux des trois qui étaient très remuantes. Donc, j'ai finalement lu l'adaptation en roman graphique de Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta par Carbone et Juliette Berthaudière. Donc, et c'est chez Albin Michel. Et j'avais jamais lu le roman, donc je me souviens même pas si je vous ai lu la quatrième de couverture. Et je vais l'aller au cas où, juste au cas où. Joanne répond à une annonce proposant d'accompagner dans son road trip un jeune homme souffrant d'un Alzheimer précoce. 3 jours plus tard, avec un grand chapeau noir et un sac à dos, elle monte dans le camping-car d'Émile, direction les Pyrénées. Ce qui pousse Émile à fuir, on le sait. Il entend profiter pleinement et librement du temps qui lui reste. Pour Joanne, mystère. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté à la rencontre des autres et à la découverte de soi. Alors, c'est le résumé de l'adaptation roman graphique de ce roman-là, qui bien sûr avait peut-être une quatrième couverture un petit peu différente. Mais sans surprise, on va retrouver donc finalement en espèce de huis clos sur roue, disons, vu qu'ils sont dans un VR. Cette fameuse Joanne et ses fameux voyons, j'ai un petit blanc, c'est mon mal de tête. Et ce fameux Émile, qui part dans une espèce de voyage qui, on le sent dès le départ, va être un peu remuant, c'est sûr. Quoi dire de ce type d'histoire-là? C'est une prémisse qui est très remuante. C'est quelque chose qui touche à l'essentiel. C'est quelque chose qui va faire vibrer des cordes peut-être de peur qu'on peut avoir. L'Alzheimer précoce, c'est quelque chose qui devient un peu plus présent quand même de nos jours, ou sinon l'Alzheimer tout court. Donc, ça va vraiment aller chercher dans les craintes des gens. Ça touche aussi évidemment l'accompagnement d'une personne en perte d'autonomie. La réaction face à des coups du destin, comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ces jambettes-là qui sont, dans son cas à lui, en tout cas, quelque chose duquel il ne peut pas se remettre. C'est approché avec beaucoup de finesse et de pudeur, je trouve. J'avais un petit peu peur de comment ça allait être approché. J'avais un petit peu peur aussi de comment on allait aborder l'Alzheimer précoce. On a des manifestations, parce que ça fait aussi partie de l'histoire, parce que ce sont des manifestations, des symptômes qui nous montrent l'évolution de la maladie chez le fameux Émile. Mais on n'est pas trop dans les technicalités médicales, donc c'est comme, dans mon cas, ça fait un peu écho à des choses qui sont plutôt proches de moi, mais sachez que c'est quand même abordé avec, comme je dis, parcimonie. Ce qui a été conservé pour l'adaptation en roman graphique, en tout cas, c'est des moments qui sont clés dans l'évolution de la maladie, et j'ai trouvé que c'était bien dosé. Et les deux personnages, on s'y attache pour des raisons différentes. La fameuse Joanne, dont on comprend qu'elle a un passé dont elle ne veut pas parler, qui semble la hanter. Je sais pas comment je peux mettre des mots là-dessus. C'est sûr que là, je me prononce à la fois sur l'histoire originale de Mélissa d'Acosta et sur l'adaptation en BD, parce que j'ai pas lu le roman. L'histoire originale, ça demeure quand même, j'aime mieux en aviser, mais ça demeure quand même un roman de croissance personnelle. Donc, si jamais vous n'étiez pas au courant, sachez que c'est quand même le cas. Parce que le personnage de Joanne amène une dimension beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus saisissons le moment présent dans cette espèce de road trip à la fois fuite et j'ai plus rien à perdre, donc aussi bien faire ce que j'aime de ce fameux Émile-là. Puis j'étais pas trop certaine, c'est peut-être la dimension qui m'a un petit peu plus fait décrocher. Donc heureusement finalement que j'ai pas lu le roman au complet, parce que je pense qu'en roman, il y aurait eu peut-être un peu plus de moments encore plus longs là-dessus. Juste pour donner une idée, là, en tout cas là-dedans, je sais pas si dans le livre c'est comme ça, mais dans le roman graphique, la fameuse Joanne, quand elle part, à un moment donné, elle lit L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc on est vraiment dans ce type-là. Mais bon, mettons qu'on met ça à part, ce que j'ai surtout retenu de ça, c'est le hasard des rencontres, l'espèce de sérendipité des rencontres qu'on peut faire dans la vie qui peuvent être importantes, puis qu'on croit ou non à le principe des signes ou de je sais pas quoi. Dans le fond, là, ce qu'on voit, c'est
la beauté de l'à-propos de certaines rencontres, comment on peut être complémentaire, comment malgré des gens qui ont peut-être des bleus et des bosses, entre guillemets, à l'âme, peuvent se soutenir mutuellement, sans nécessairement tout savoir sur l'autre, mais vraiment juste comme apporter qu'est-ce qu'ils peuvent, puis faire en sorte que ça se déroule finalement dans une autre avenue, mais tout en respectant chacun les limites de chacun. Et la chose qui m'a le plus marqué dans cette adaptation graphique-là, c'est le fait que, bon, je sais pas comment c'est présenté dans le livre, mais en fait, on a l'histoire complète. L'histoire complète. L'histoire, dans le fond, du fameux road trip. Puis ce que j'ai aimé, c'est que, voyez-vous, il y a des fois où on avance dans le temps plus rapidement, puis c'est ce qui a été choisi un peu comme narration visuelle. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées du roman parce qu'ils ont juste gardé l'essentiel. Mais ça, c'est dans l'histoire en elle-même. Mais ce que j'aime, c'est qu'à la fin, puis ben, j'imagine que c'est présent aussi dans le livre, mais à la fin, on a rassemblé les différentes correspondances que le fameux personnage d'Émile a décidé de tenir, c'est-à-dire que sur le conseil de Joanne, a décidé de tenir un petit carnet de voyage un peu pour lui-même. Puis au début, il voulait pas, il faisait un petit peu cucu, puis elle disait, ben en même temps, vu que tu vas oublier des choses au fur et à mesure, tu pourrais peut-être juste t'en servir comme journal de bord, puis au moins ça va te permettre de savoir qu'est-ce que tu as fait quand tu t'en souviendras plus. Puis il va un peu se servir de ça aussi pour finalement faire vivre à ses proches un petit peu qui a, par le biais de son voyage, un peu fui parce que ses proches le poussaient à se faire traiter alors que lui, c'est pas ça qu'il voulait parce qu'il n'y avait pas une possibilité de guérir sa maladie. Il voulait pas faire les tests cliniques puis demeurer finalement un petit peu en dehors de la réalité pour juste pour, entre guillemets, faire plaisir à ses proches. Donc, ça va lui servir de façon d'échanger avec eux autres de façon asynchrone. Puis c'est rassemblé à la fin des extraits du journal, la correspondance qu'il envoie, entre autres ses instructions finales par rapport à sa mort, sous type de lettres manuscrites et d'extraits de... Je vais vous montrer les extraits des journaux de bord, mettons, comme ça. Puis ça vient bien compléter l'histoire en fait, donc on est vraiment... c'est super émouvant, bien sûr. Je ne vais pas commencer à en parler autrement. J'ai un peu pleuré ma vie vers le dernier quart. Puis c'est assez rare que je pleure, mais là, je pense pas qu'il y a grand monde qui peut rester insensible à que c'est dans les derniers, mettons, quart de l'histoire. Puis c'est oui en lien avec la fin annoncée de Émile en raison de sa maladie, mais parce qu'on en apprend plus sur le passé de Joanne. Parce que d'une certaine façon, ils vont travailler un peu à l'avenir ensemble, sans trop en dévoiler. Parce qu'éventuellement, la famille que Émile veut tenir de côté, instinctivement, à la fois Joanne et lui vont finalement trouver une façon à leur manière de faire en sorte que cette famille-là soit un peu comme réintroduite dans la vie d'Émile avant la toute fin, puis que Joanne fasse un petit peu partie d'eux autres. Ça amène aussi la dimension de... bon, là, on est en France, mais le côté, comme dans le fond, comme là, ce jeune homme-là a une maladie de dégénérescence, ben, il est considéré comme inapte à prendre des décisions, donc il est considéré comme inapte à décider lui-même s'il veut suivre des traitements ou pas. Puis, ben, finalement, ils vont trouver un peu une solution au cours de ce voyage-là, Joanne et lui. Parce qu'il dit, il y a une chose que je veux que tu me promettes, c'est que peu importe ce qui va se passer, je veux pas retourner voir mes parents parce que je veux pas aller dans une clinique pour qu'ils fassent des tests sur moi. Puis là, les parents ont l'air d'être méchants, mais c'est pas du tout ça. C'est comme un instinct ils se disent que ça pourrait aider l'enfant. Donc, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est juste humainement, c'est comme ça, leur réaction est comme ça. Mais lui, ça convient pas à ce qu'il veut vivre pour la fin de sa vie. Donc, je pense que j'aime mieux pas trop vous dire de détails de l'histoire. Est-ce que si vous avez lu le roman graphique va vous plaire? Je ne sais pas. Je pense que c'est une façon différente d'approcher l'histoire originale. Comme pour moi, le visuel, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé ça vraiment chargé. Donc, ce que je me pose comme question, c'est quelqu'un qui aurait déjà lu le roman, est-ce qu'il y aurait une plus-value à lire le roman graphique? Je le sais pas, honnêtement. C'est intéressant, mais parce que moi, dans le fond, ça me permet d'entrer dans l'histoire, mais tu sais, juste ça ressemble à ça, les traits, puis c'est quand même très chargé, les bulles. À part le côté de la petite correspondance à la fin qui donne une plus-value pour le restant, je sais pas si quelqu'un qui a déjà lu le roman, ça vaut nécessairement le coup de lire l'adaptation roman graphique. Mais si vous êtes curieux, je vous invite à le faire. En tout cas, moi, de mon côté, n'ayant pas lu le roman, j'ai pas eu l'impression d'avoir manqué d'éléments importants. J'ai trouvé que l'approche était... En tout cas, la synthèse était vraiment habile parce qu'on sentait pas du tout
le découpage qui a dû être fait dans tous ces détails-là, les choix qui ont dû être faits, on ne sentait pas du tout ça, c'est super fluide. Comme je dis, on n'a pas l'impression qu'il nous manque des morceaux essentiels pour bien comprendre. J'ai pleuré à la fin, donc ça veut dire que le mécanisme a bien fait son travail, là, ce qui a été choisi. Ce qu'ils ont choisi de garder dans l'histoire, ben, c'est des choses qui étaient suffisamment significatives pour que j'embarque vraiment bien, que je m'attache aux personnages, à leur destin, à vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. La galerie de personnages secondaires était aussi relativement bien développée, pas énormément, mais suffisamment développée pour qu'on s'y intéresse aussi, qu'on n'ait pas l'impression que c'est juste des personnages qui passent comme ça, parce que là, on est à la vitesse roman graphique. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est juste que je me demande si vraiment, mettons, si j'avais lu le roman, est-ce que je voudrais vraiment aller l'adaptation en roman graphique? Je ne suis pas certaine. Par, mais disons, opposition à Bord de terre que je vais aller emprunter, bien, je me dis que je serais capable de lire le roman et de lire l'adaptation en roman graphique parce qu'au niveau visuel, ça me séduit beaucoup. Là, personnellement, le visuel, ça me séduit moins, mais pourquoi pas. Donc, très bonne lecture, pas un coup de cœur, comme je vous dis, parce que pour moi, le côté, en fait, pas un coup de cœur au niveau scénaristique, parce que c'est pas de la faute de la personne qui va être l'adaptation, mais moi, le côté qui est un peu, croissance personnelle très ouvertement mentionné, ça me fait souvent décrocher. Donc, au départ, déjà, en histoire originale, en roman, j'aurais pas nécessairement accroché. Puis les dessins me plaisaient un petit peu moins quand même. Mais donc, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. Mais je suis bien contente d'avoir découvert tout ça. Donc, si jamais vous avez envie, c'est désormais disponible en tout cas au Québec, puisque moi, je l'ai emprunté à la bibliothèque, comme vous pouvez le voir. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir avant que mon cerveau explose. Parce que trop mal de tête. Et puis, on se revoit dès qu'on peut. C'est jour parisien. Donc, je vais devoir le laisser ici. Je suis un peu embêtée, mais bon, c'est pas grave. Je vais devoir le laisser ici pour le finir plus tard. Parce que vraiment, mes bagages sont millimétrés. Donc, je vous en reparlerai beaucoup plus tard. Hey, bonjour! Alors, je vous reprends en ce samedi septembre, j'ai pas la date, 20, 21, 24, 21, je pense, bref. Parce que j'ai finalement terminé le livre que j'avais commencé en livre audio en anglais et que j'ai finalement terminé en livre numérique en français. Oui, oui, je suis comme ça. Donc, c'est le fameux premier tome de la série de l'inspecteur Valender. Donc, Meurtrier sans visage d'Henning Mankell. Et ma foi, ça a été une expérience un peu particulière. Donc, comme je l'avais dit, j'ai vu la série avec Kenneth Branagh. Et je me demandais ce que ça allait faire de lire les livres après la série. Des fois, ça se passe pas toujours super bien. Mais bon, je voulais quand même voir à quoi ressemblait un peu la plume d'Henning Mankell. Et dans ce tome-là, en tout cas, qui est le premier tome, qui a quand même été, si je ne m'abuse, écrit dans les années 90, début 90, je pense, quelque chose comme ça fait quand même un bon moment que ça a été écrit. Ça a été particulier un peu parce que c'est comme si ça avait un peu mal vieilli. C'est-à-dire que la plume d'Henning Mankell semble intéressante. Assez en mode scandinave, un petit peu froid, descriptif, comme je vous disais, descriptif technique, là, comme toutes les actions, sans nécessairement avoir beaucoup de fioriture. On plante des personnages. Dès le départ, on comprend un peu le contexte, en fait, de l'inspecteur Valender puis des gens qui sont autour de lui. Donc ça, c'est un peu typique quand même scandinave. Et les choses qui vieillissent moins bien, c'est que ça se passe dans un contexte où, visiblement, en Suède, il y a énormément d'immigration illégale et que ça commence à secouer la Suède beaucoup. En fait, la population suédoise qui, dans certaines sphères, vont se sentir menacée par cette grande arrivée-là des migrants. Et c'est sûr qu'on pourrait se dire que c'est un parallèle avec maintenant parce que ça n'a pas vraiment ralenti, en tout cas en Europe. Mais je sais pas, je connais pas assez bien le contexte suédois, puis il est peut-être arrivé quelque chose aussi pas loin de ces années-là après qui a fait en sorte que en Suède, en fait, ça peut-être nourrit un peu peut-être des mouvements d'extrême droite, mais bref, ce que je veux dire, c'est que de la manière dont on en parle, on sent vraiment pas une super grande ouverture par rapport aux immigrants en général. Il y a encore beaucoup... on dirait qu'il y a comme un accent qui est mis sur les personnes qui viennent d'Afrique. En tout cas, dans le livre en anglais, c'est traduit par les personnes noires. En version française, c'est traduit par africain. Donc,
je sais pas, mais il y a un gros accent sur les personnes de couleur. Et ça, en 2024, c'est un peu difficile à... Ça paraît vraiment, c'est la partie qui est comme vraiment pas très bien vieillie. Et il y a un gros accent aussi sur le poids de Valender parce qu'il vient de divorcer, puis il a pris plein de poids, puis il arrête pas de dire que comme il a pris du poids, ben c'est sûr qu'il peut pas se trouver personne. Puis il y a quand même beaucoup de remarques sur le physique des gens. Puis il y a beaucoup de remarques sur comme le sex appeal des filles ou le côté étonnant d'une fille, disons, qui est à la qui est voyons, que les reines soient d'un grand département ou qui travaillent au ministère, tout ça. Donc, ce que je dis là, c'est que je pense quand même que ça témoigne d'une époque. Donc, je dis pas que c'est une problématique énigmankelienne. J'ai pas lu ses livres plus récents, donc je sais pas. Mais disons que celui-là, il vieillit pas très bien. Donc, ça enlève rien à l'intrigue en tant que telle, dans le sens que c'est une intrigue qui, on se rend compte, a beaucoup de couches qui finalement sont beaucoup plus sociopolitiques que, entre guillemets, anecdotiques. C'est affreux de dire ça, mais qui est vraiment juste centrée sur les crimes en tant que tels, là, qui sont les crimes atroces dont j'avais parlé un peu au début. On passe vraiment dans, comme je vous dis, une mise en perspective de l'intolérance de la société, le racisme ambiant, les mouvements d'extrême droite qui montent. Donc, ce parti-là est quand même d'actualité. C'est juste que tout ce qui est comment les personnages sont décrits, comment ils interagissent entre eux, cette partie-là a vraiment mal vieilli, fait que ça m'a comme dérangé. Je vous dirais que, c'est rare que je veux dire ça, en ce qui concerne ce tome-là, en tout cas parce qu'ils ont fait vraiment par ordre, je pense, pour la série, je crois que j'ai préféré la série. Donc, je crois que j'ai préféré l'adaptation au livre en tant que tel. Cela dit, je pense que c'est simplement dû au fait qu'en faisant la série, ils ont actualisé. C'est-à-dire qu'ils ont gardé l'essentiel, mais évidemment, ils l'ont mis dans le contexte actuel. Donc, on n'est plus dans l'immigration, mais bien les migrants, parce qu'on est dans une autre dynamique. Et l'espèce d'intolérance est passée aux gens de couleur aux personnes qui viennent potentiellement du Maghreb ou qui sont de religion islamique ou peu importe. Donc, on voit, il y a même eu des changements dans des personnages secondaires assez importants. Donc, on a volontairement changé la race, entre guillemets, discriminée pour que ce soit, je pense, plus actuel. Et évidemment, comme on a moins accès à l'intériorité du personnage de Valender, on y a accès par le jeu de Kenneth Branagh, mais on a moins son discours intérieur. Bien, c'est sûr que ça passe bien parce qu'on n'a pas les propos qui sont très années 90, qui passent un peu moins bien aujourd'hui. On a par contre, évidemment, ses actions ne changent pas la relation avec le père. Puis, comme ce que je vous disais, bien, je vous ai un peu divulgué, mais en même temps, ça se passe à partir du premier roman, donc la réalité de son père qui, visiblement, présente des signes de démence sénile. Donc ça, je ne savais pas si c'était quelque chose qui avait été ajouté dans la série pour, comme je disais, ajouter un peu au drame du personnage principal. Mais non, c'est pas ajouté, c'est vraiment dans le roman principal. Donc, est-ce que je suis contente de l'avoir lu? Oui. Est-ce que j'ai envie de lire la suite? J'ai un peu peur. J'ai envie pour voir si la plume de Nick Mankel, étant donné que les romans ont été écrits au fur et à mesure des années, si ça va se changer un petit peu, puis ça va avoir mieux vieilli. Mais en même temps, puis j'avais de la misère à m'attacher au personnage de Valender parce que de la manière qu'il est décrit, ça ressemble vraiment à quelqu'un de comme un peu intolérant, un peu misogyne, un peu pathétique. Puis là, fait que là, j'étais comme, mon Dieu, mais c'est sûr que c'était une autre époque, là, à l'époque, le roman scandinave était quand même souvent, c'est des policiers complètement non, je dirais pas le bon, mais ont déconvenu, je vais utiliser ce terme-là plutôt que ce que j'allais dire. Total, en grosse dépendance et tout. Puis, ben bon, c'était peut-être un peu plus la tendance. Ce l'est encore maintenant, mais on voit qu'il y a toujours un peu plus d'espoir. Là, c'était quand même l'époque où il n'y avait pas d'espoir. Cela dit, heureusement que j'ai poursuivi. J'ai failli arrêter le livre en plein milieu parce que je me suis dit, bon, j'ai vu la série. Je trouvais que, comme je vous dis, comme ça sentait un peu le suranné, là, les relations interpersonnelles qui étaient décrites et tout ça, puis le ton qui était employé, j'étais comme, bon, je considère que la plume de Mankel est bonne, mais là, on dirait que c'est comme trop vieux, ça le fait pas pour moi. Mais j'ai continué, puis une chance parce que, bon, OK, le personnage de Valender, au fur et à mesure, dans le fond, à partir de la deuxième partie du roman, il commence à avoir un peu d'avoir une certaine perspective puis de rétroaction sur lui-même, donc sur ses agissements, sur ses pensées, sur sa façon d'envisager les choses, puis il commence à se rendre compte qu'en fait,
autant ça le choque les actes de personnes qui sont intolérantes ou qui sont en mode extrême droite, autant et qui sont en mode discriminatoire, en mode de discrimination, autant il se rend compte que lui-même a des réflexes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça amène quand même la pensée de on veut être ouvert, on veut être accueillant. En même temps, est-ce que tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas des parties des fois de l'humain qui peuvent se dire c'est vrai que j'ai peur, on agit par la peur, on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui va se passer, puis est-ce que cette partie-là quand même peut résonner en nous, malgré le fait qu'on considère que tout ce qui est action qui découle de tout ne sont pas nécessairement justifiées. Donc c'est intéressant parce que plus dans la deuxième partie, c'est nuancé. Donc là, je me suis réconciliée, le personnage se ressaisit un peu là, de ses dérives du début parce que même il agit à la limite, il y a comme, ben en fait pas à la limite, là, il y a comme une tentative d'abus sexuel sur quelqu'un dans lequel Wallender est impliqué. Et c'est encore une époque, tu sais, les années 90, ça arrive encore, c'est encore en mode, on dit pas grand-chose. Il s'est arrêté quand même, puis la personne a réagi, donc disons que c'est allé moins loin que prévu, mais ça reste quand même un acte d'agression sexuelle, même si c'est pas un viol, mais c'est un acte d'agression sexuelle. Fait que juste vous dire au cas où, c'est pas très long, mais il y a quand même une partie là-dedans. Et ça, dès le départ, ça m'a comme fait, mon Dieu, mais j'avais pas réalisé qu'il y avait ça dans le passé du personnage. Dans la série, ils peuvent pas tout mettre non plus, ils ont focusé sur certaines choses. Mais bon, après ça, quand je vois justement comme quand ça avance, on sent que le personnage de Wallender est à une croisée des chemins, puis que en fait, il n'y a aucun moment où par la suite il va excuser ses agissements. Puis il n'y a pas juste cela, il y a d'autres choses aussi que c'était des mauvaises décisions puis des mauvais actes. Il n'y a aucun moment où il va considérer que c'est justifié ou qu'il va considérer qu'il était correct de faire ça. Donc ça, c'est quand même rassurant, là, dans le sens que, tu sais, on sent qu'il y a eu un glissement, mais que moralement, il y a des bonnes bases. C'est juste que là, il y a vraiment eu un glissement, puis il est conscient qu'il y a un glissement, puis il est conscient qu'il est chanceux que ça se soit déroulé comme ça, parce que techniquement, en tant que policier en plus, il y a certaines choses que, en général, on ne peut jamais se permettre, mais encore moins en tant que policier. Donc, puis là, je parle pas juste de l'affaire au niveau sexuel, là, je parle il y a la boisson, donc potentiellement conduire en état d'ébriété. C'est un peu plus ça. Là. Donc, finalement, on perçoit finalement qu'il était vraiment comme en dépression. Mais ce qui est bien, c'est que le personnage, ça fait en sorte qu'il n'excuse pas non plus ses gestes. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il a dérivé, mais puis il est conscient qu'il a eu la chance que ça ne dégénère pas parce que les gens ont accepté ses excuses puis son espèce de le fait qu'elle allait se repentir un peu, mais il est conscient que ça demeure en lui pareil, puis que lui est conscient qu'il a fait ces actes-là, puis tout ça. Bon, bref. Fait que j'en ai parlé pas mal, mais parce que je pense que c'est quand même important d'en parler, parce que si jamais vous commencez ce premier tome-là, vous êtes arrivé avec la série avec Kenneth Branagh, puis que là, ça s'en va dans cette direction-là, bien, sachez que ça évolue, le personnage. Là. Donc, déjà, à partir de la moitié, ça évolue. Donc, je suis quand même curieuse de lire potentiellement le tome 2 de la série. Juste pour voir comment Wallender va évoluer. Est-ce qu'à ce moment-là, je vais avoir l'impression que les choses ont moins vieilli mal parce que dans les propos de Wallender, ça va être nuancé? Peut-être. Donc, voilà. Donc, c'est ma lecture. Ça va aussi être la dernière lecture de ce vlog-ci. Donc, la dernière lecture de mon vlog, mais ouais, de mon vlog de vacances partie 2. Parce que je vais en partir un tout nouveau, puis il y a déjà une nouvelle lecture en cours. J'espère que ça vous a plu. Cette deuxième partie était plus en mode roman graphique et un essai de est-ce que la série est mieux que le livre ou inversement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais vous avez envie d'échanger avec moi. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Puis d'ici à ce qu'on se revoit de toute façon, comme d'habitude, je vous souhaite des superbes lectures. Puis on se dit à la prochaine!